Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Changeons notre fan attitude ». Oui, je parle de notre attitude en tant qu'industrie musicale envers les fans et tout particulièrement de la manière dont nous en parlons et de ce que cela révèle des biais souvent inconscients mais manifestes qui façonnent nos stratégies direct to fan. Car nous avons bel et bien développé des attentes implicites envers les fans et spécifiquement leur comportement émotionnel et financier. Et ces attentes dictent à la fois comment nous fixons nos prix et nos objectifs, combien nous investissons en promo et marketing et concrètement ce que nous priorisons au quotidien. Et à y regarder de plus près, c'est un combo peu glorieux de clichés et de réflexes hérités d'avant que nous n'avons pas eu le temps ni ou pris la peine de déconstruire. Tout d'abord, on pense encore communication de masse. Que ce soit du fait de notre surdépendance aux algos évoqués dans Rebond Conversion, mon édito précédent, ou le fait que nous fonctionnions toujours dans le prolongement du paradigme médiatique du XXe siècle, nous n'avons pas changé d'état d'esprit. En d'autres termes, nous espérons encore pouvoir accéder à un vaste public et le conquérir d'un seul coup en ayant recours à une communication verticale à canal unique. Cet espoir se traduit par une approche uniforme de la promo, focalisée sur un seul dénominateur commun. La plupart du temps, c'est le genre musical, mais parfois c'est aussi une classe d'âge ou la dernière tendance en ligne et par extension un canal ou une plateforme où tout le monde se doit d'être. Il y a pourtant de belles stratégies à créer en s'adressant à plusieurs publics et leurs usages, y compris sur le plan générationnel. Car l'on n'arrête pas d'écouter de la musique après 40 ans, on peut encore prendre des places de concert à 65 et acheter un album, voire le télécharger à 80. Et je ne parle pas que de musique classique, les clichés ont la vie dure, à chaque génération ses usages, et cela ne peut que rendre nos stratégies meilleures et plus intéressantes. Deuxièmement, on est coincé dans une boucle infinie de vente. Héritage du siècle dernier où les tournées et surtout les cycles de promo étaient calés sur les sorties d'albums, nous sommes restés coincés dans un cycle éternel de vente. Prenez vos places, cliquez sur le lien, abonnez-vous, découvrez mon nouvel EP. Bien sûr que c'est le jeu, mais ces injonctions ne devraient pas tourner court et s'arrêter là. Car s'il n'y a plus que l'injonction, la relation reste purement transactionnel et à sens unique, où il est sous-entendu que la seule manière pour les fans de soutenir leurs artistes préférés et donc d'être appréciés en retour est de leur rapporter de l'argent ou de la visibilité à court terme. Ça fait un peu « dis-moi combien tu m'aimes » et je n'ai jamais été très fan, sans mauvais jeu de mots, de ce type de relation. Troisièmement, on ne s'intéresse pas assez à ce qui les motive. Même si on sait parfaitement pourquoi on a besoin des fans pour leurs clics, leurs likes et leurs sous, on devrait aussi systématiquement se demander pourquoi les fans auraient la moindre raison de nous les accorder en retour. Oui, ça nous sert, mais quel est l'intérêt pour les fans d'ouvrir nos mails et de partager nos contenus ? Il est essentiel de se mettre à leur place et de mieux les connaître pour leur proposer quelque chose qui non seulement leur donnera envie, mais surtout leur montrera qu'on les respecte et en s'intéressant à ce qui les anime. Quatrièmement, on les prend quand même pour acquises. Dans notre course à l'acquisition de nouveaux fans pour grossir la fanbase, on oublie souvent de dédier une partie de notre stratégie au développement d'une relation forte et durable entre l'artiste et ses fans. Or, il n'est pas garanti qu'une fois que quelqu'un s'est abonné, il ou elle ne le reste pour toujours. C'est comme dans la vraie vie, si on vous oublie dans un coin et qu'on se sent ignoré, on finit par partir et chercher une relation plus équilibrée où l'on se sent vu, apprécié et reconnu. Cinquièmement, on les prend quand même un peu aussi pour des vaches à lait. Alors je sais qu'on n'est pas aidé par les pratiques cyniques de stars internationales, le plus souvent américaines ou coréennes, où le prix des billets est prohibitif, même pour une place où on ne voit rien, et le ticket d'accès à un meet and greet tout sauf personnel frise l'obscène, mais tout de même. Il serait temps de nous rappeler que notre milieu n'est pas le seul à être touché par la crise, les coupes budgétaires et la morosité ambiante. L'inflation et la précarité touchent les fans aussi, particulièrement les étudiantes, mais pas seulement. Donc si on veut respecter ses fans, dans la limite de leurs moyens, à commencer par celles et ceux aux moyens les plus limités, on analyse ses données et l'historique éventuel de son projet pour comprendre son public et évaluer la réalité de son revenu disponible. Ça évitera aussi de proposer des contreparties qui lui paraîtront hors sol et hors de portée.
6e et dernier point, on leur refourgue une partie de notre travail en leur ajoutant de la charge mentale. Parce que même quand on parle de stratégie direct to fan, on reste dans l'idée qu'une fois qu'on les aura entre guillemets touchés, ces fans, le reste se fera tout seul. On présume d'une chaîne d'action par les fans à la suite du visionnage d'un seul contenu sur les réseaux sociaux. Like, sauvegarde, abonnement, recherche online, puis stream, abonnement supplémentaire, réservation de places de concert, achat de merch garanti. En filigrane se dessine le fantasme d'un package de soutien minimum garanti et automatique. Je ne jette pas la pierre, c'est compréhensible. La communication prend tellement de place aujourd'hui que ça fait du bien de se dire qu'on a fait sa part et qu'on peut passer le relais. Mais comme tout fantasme, il est mis à mal lorsqu'il se confronte au réel. Je rappelle donc à toutes fins utiles que 150 000 streams sont mis en ligne chaque jour sur les plateformes de streaming, mais que 80% d'entre eux ne sont jamais écoutés, même une seule fois. C'est une source Deezer. Et que dans le monde du e-commerce, il faut au moins 7 heures et 11 points de contact sur 4 canaux différents avant de convertir sa notoriété de marque en achat. Donc si on applique ce principe aux artistes, un like n'est vraiment que le début. Donc si l'on ne prend pas les fans par la main en leur prémâchant le travail, cela revient à faire reposer sur leurs épaules la charge de faire le lien entre les différents espaces et canaux de communication de l'artiste. Le résultat, une plus faible probabilité que l'action attendue ne se fasse. Qui plus est, cela ne marche vraiment que pour les artistes ayant déjà pris le temps de construire un fort lien émotionnel avec ses fans. Donc quand on n'en est encore qu'au début de son projet, il faut prioriser la construction de ce lien émotionnel avant de penser scalabilité. Bref, on peut faire tellement mieux. Grosse marge de progression. Huge même. Mais une fois qu'on a compris qu'il nous suffit de passer de l'injonction à l'invitation, tout coule de source. Les fans ont besoin de pouvoir se projeter dans l'expérience qu'on leur propose de vivre. Vous avouerez que leur partager en amont des indices sur ce à quoi s'attendre et leur montrer que ça va être un beau moment, les remercier aussi après une rencontre forte, c'est autrement plus incitatif que des injonctions enrobées de chantage affectif. Donc invitons les fans et ou le public des salles à nous rejoindre plus souvent, descendons de notre piédestal et changeons notre fan attitude. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.